À mon sens, la réussite personnelle, elle est importante aussi parce que quand on fait un marathon, quand on écrit un livre, quand on réalise des choses personnelles, bah, ça a aussi du sens et ça va nous aider à continuer professionnellement. Donc ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est voilà, des messages. J'ai quelques messages, j'espère qu'à la fin, il y en aura au moins un parmi tous ceux-là qui vous marquera, que vous emmènerez avec vous. Et ces messages-là, je vais vous les partager en vous racontant un peu voilà, des expériences qui m'ont amené jusque-là à vous montrer que je pense tout est possible quand on se laisse porter, quand on arrive à suivre un peu les opportunités qui arrivent et surtout aussi en se donnant les moyens de le faire. Et donc parfois, on sait justement vers où on va, on sait quel est notre objectif d'entreprise ou même personnel et dans ce cas-là, voilà, qu'est-ce que je peux faire en 2025 si je sais quel est mon objectif, jusqu'où est-ce que je peux aller et même après. Mais parfois, peut-être, on est le 20 janvier, hier c'était le Blue Monday, il paraît que c'est le jour le plus déprimant de l'année. Il y a le mois de mars, voilà, premier trimestre, est-ce que mes résultats sont à la hauteur de ce que je voulais faire, de ce que j'attendais? Il peut y avoir des moments un peu plus difficiles. On peut être seul, des fois, dans nos activités. Et donc, dans ces moments-là, on ne sait plus trop ce qu'on fait. On sait plutôt notre entreprise aussi, qu'est-ce qu'elle fait. Parfois, on peut se questionner. Moi, ça m'est arrivé. Ça fait 4 ans que j'ai monté mon entreprise. Il y en a, ça fait 1 an. Il y en a qui vont le faire. Il y en a, ça fait plus de 10 ans. Donc, l'idée, c'est aussi de vous partager des outils dans ces moments-là pour que vous puissiez justement continuer à faire face, vous re-questionner et ne pas abandonner votre projet. Ces questionnements, je les ai eus depuis petit, donc je vous raconte un petit peu ma vie aussi aujourd'hui avec cette présentation. En fait, déjà depuis petit, moi je me suis beaucoup demandé vers où je pouvais aller, qu'est-ce qui était accessible entre un collège en ZEP, donc en zone d'éducation prioritaire, où en fait finalement le but c'est de trouver un travail et d'avoir une vie un peu sécure. Et à côté, à 7 ans, quand on est invité à l'Élysée pour un goûter par le président de la République, du coup, c'est vrai que ça montre d'autres horizons. Et donc, j'ai un peu eu ce paradoxe très tôt de me dire, mais en fait, qui je suis, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux me permettre de faire ou pas. Et ces questions, du coup, elles se sont posées à moi parce que j'ai vu beaucoup de choses et je ne trouvais pas forcément ma place. Et des fois, ça peut nous arriver quand on monte notre entreprise, justement, quand on prend la direction d'une entreprise, en fait, qu'est-ce que je veux faire, qui sont mes clients et où est-ce que je veux les emmener. Et on peut avoir des questionnements. Un autre questionnement que j'ai eu après ça, c'est quand j'ai vu les JO d'Athènes en 2004, donc on parlait sport, il y aura du sport aujourd'hui dans cette présentation. J'ai découvert aussi qu'il y avait des gens, a priori lambda, mais qui donnaient des efforts, qui faisaient des choses de leur côté et qui avaient des récompenses, des médailles d'or. Il y avait Laure Manodou en 2004, il y avait Tony Estanguet, on en a un peu plus entendu parler l'année dernière. Il y avait Julien Absalon, pour ceux à qui ça parle. Et en fait, je me suis rendu compte que des personnes qui n'avaient rien d'exceptionnel à la base, a priori, dont on n'entendait pas parler, pouvaient inspirer énormément de gens, tout un public français, moi derrière mon écran à 11 ans. Et donc pareil, je me suis dit, mais en fait, cette quête de l'excellence, elle a du sens parce qu'on peut faire des choses, en fait, si on se donne les moyens, on peut réussir à faire ça. Et en fait, qu'est-ce qui m'empêche, moi, potentiellement, d'y arriver? Donc, je me suis demandé, donc c'est le premier message, posez-vous cette question. Si tout était possible, qu'est-ce que vous feriez? Et où est-ce que vous emmèneriez votre entreprise? Votre objectif, est-ce qu'il serait juste réaliste avec un certain CA cette année ou au contraire, est-ce que vous vous permettriez de voir beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, dans 1 an, dans 10 ans? Et cette question, j'ai commencé à me la poser, sauf que c'était encore un peu flou. Je ne savais pas trop, donc il y a des rêves qui commencent à émerger. On en reparlera. L'équipe de France, les JO, l'excellence, comme je vous disais. Est-ce que j'ai le droit de les affirmer? Je ne sais pas. Pareil, au lycée, on suit un cursus. J'ai envie de viser des choses, puis je voulais être astronome à la base. Sauf que voilà, à la sortie du master en astronomie, il n'y a que 20 places à l'Observatoire de Paris. Ouais, mais 20, c'est pas beaucoup. Il vaut mieux faire un cursus où on est sûr d'avoir des places après. Donc, je me questionne sur ce que j'ai le droit de faire ou pas. Et donc finalement, je choisis une classe préparatoire à Paris. Je vous parlais d'excellence tout à l'heure. Justement, j'hésitais entre soit une classe préparatoire qui me permet de viser des très grandes écoles ou alors quelque chose prépa intégré plus confortable. C'était vraiment un peu tout ou rien. Et du coup, je me suis retrouvé à faire de l'ultimate frisbee dans cette classe préparatoire. C'est Saint-Louis à Paris, pour ceux qui connaissent. C'est juste connu dans Paris pour faire de l'ultimate frisbee parce qu'on n'en parle pas ailleurs. Donc c'est pas juste un jeu de plage. Moi, j'en ai fait mon sport. Après la prépa, je suis parti au Canada. J'ai fait un stage là-bas et en fait j'ai rencontré des gens, pareil, au hasard d'une rue sur un terrain, des gens qui jouaient, donc je suis allé jouer avec eux. Il y avait des gens qui avaient fait les championnats du monde junior, donc je me dis mais en fait, pareil, des gens lambda qui sont au championnat du monde, c'est incroyable.
Et en fait, je joue avec eux, donc en fait, est-ce que moi, je peux pas faire ça aussi? Donc je m'y suis mis, et donc le rêve d'équipe de France un peu plus tôt, il est venu. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, est-ce que je pourrais pas moi aussi faire quelque chose comme ça? Donc j'ai continué, je me suis lancé, je me suis mis dans le club à Toulouse. Je me suis blessé, pour ceux qui connaissent le ligament croisé. Malheureusement, les fameux, j'aurais bien aimé faire équipe de France, malheureusement le croisé est passé par là. Ce jour-là, c'était le 18 septembre 2017. Et justement, donc, le lendemain, j'appelle mes parents. Et les deux réponses que j'ai eues de mon père et de ma mère, la première, est-ce que t'en fais pas trop et tu devrais arrêter? Et la deuxième, c'est justement, peut-être qu'il est temps d'arrêter le sport. Donc c'est un peu difficile quand c'est la première grosse blessure dans sa vie, que c'est important pour soi, parce que du coup, moi, je nourrissais un peu des rêves. À la base, ma première réaction quand je me suis blessé, que je savais pas que ça allait être grave, c'est bon, bah, dans quelques mois, je reprends, et puis ça me permet justement d'avoir du temps pour faire du renforcement, devenir un athlète, et pouvoir justement construire quelque chose. Et donc, il y a eu un peu, encore une fois, cette question, bah, est-ce que j'écoute mes parents? Et effectivement, il y a un vrai problème. Est-ce que je m'écoute moi? Je me dis, bah non, en fait, je peux faire quelque chose. Ou est-ce que j'écoute d'autres personnes qui, eux, sont passés par là et pour qui c'est le quotidien? Et finalement, bah, c'est pas du tout les mêmes perspectives. Et donc, je me suis retrouvé, peut-être que vous connaissez, Cap-Breton, Pays Basque, Landes, dans le sud. Au CERS de Cap-Breton, c'est le Centre européen de rééducation du sportif. C'est là où vont tous les athlètes de haut niveau. Donc j'étais athlète de haut niveau à ce moment-là, je suis en première division en Ultimate, ce qui fait que j'ai pu avoir ma place là-bas. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que des athlètes qui, blessés, donc c'est ma jambe, qui blessés regardent d'autres matchs d'athlètes. Donc là, c'est l'équipe de France de hand. Et en fait, tous ces gens-là, il n'y en a aucun qui se pose des questions. J'ai été qu'avec des gens dont l'état d'esprit, c'était dans 6 mois, je suis sur le terrain. Donc moi aussi, j'ai pris cet état d'esprit-là, je me suis dit dans 6 mois, je suis sur le terrain. Et j'ai rencontré, par exemple, Charles Olivon. Peut-être que ça parle. Oui, il vient de se faire le croisé, malheureusement. Charles Olivon, justement, j'ai pu manger plusieurs fois avec lui. En 2017, en fait, il vient de se faire opérer de l'omoplate. Il a eu une triple fracture de l'omoplate en plusieurs blessures. Il n'y a aucun chirurgien qui voulait l'opérer. Et on lui disait, un peu comme mes parents me l'ont dit, on lui disait, bah, en fait, arrête le rugby, tu peux plus en faire. Il a trouvé un chirurgien dans le sud de Toulouse qui a fait une maquette de son omoplate et qui lui a proposé, lui a dit, bah tiens, éventuellement, si vraiment tu veux, je peux te proposer cette opération, on va faire comme ci, comme ça, à partir de la maquette, à taille réelle de son omoplate. Et lui, il s'est dit, bah go, en fait, parce que de toute façon, là, je peux pas jouer. Si je le fais et que ça rate, je pourrais quand même pas jouer. Autant essayer, je pourrais peut-être jouer. Et à la sortie du centre, rapidement, le temps qu'il revienne à son niveau, bien sûr, et qu'il puisse aller en équipe de France, il a tout de suite été capitaine, quasiment en reprenant. Donc j'ai côtoyé des personnes comme ça, je me dis, ouais quand même, il y a un monde en fait. Et c'est ça en fait l'état d'esprit de quelqu'un en équipe de France. Et je me suis dit que si moi je veux en faire mon rêve, en fait, c'est ça que je dois être et pas justement cette vision de peut-être ou d'hésitation. Après, il y a d'autres personnes qui sont moins connues. Elle, c'est une jeune fille, c'est Laurie. Elle m'a beaucoup marqué parce que je l'ai rencontrée sur mon 5e séjour. Je suis allé 5 fois en centre. Je me suis fait les croisés à droite, puis rupture partielle à gauche et rupture complète à gauche. Donc j'ai fait 5 séjours. Au total, j'ai dû passer 5 mois en cumulé à Cap-Breton. Il y a pire comme endroit, j'avoue, hein, c'était quand même sympa. Et du coup, elle a eu un accident de scooter à 18 ans. Elle a dû se faire amputer de la jambe. Donc venue de rien. Et elle, pour le coup, sa famille, ils n'ont pas du tout eu la même réaction que la mienne. Ce sont des surfeurs, pas en compétition, mais c'était des surfeurs. Et rapidement, ils l'ont aidé justement à se relever, à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour elle, comment l'aider à revenir. Et il y a une acceptation extrêmement rapide de sa blessure, de se dire bah, de toute façon, c'est fait. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, donc ça c'est en 2019, en 2023, là, il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, elle se retrouve championne du monde de parasurf. Et donc, quand moi, je vois des gens comme ça, donc bien sûr, j'avais déjà évolué d'ici là, mais ces rencontres-là, et j'ai rencontré d'autres athlètes, Antoine Dupont, ça aurait pu, à 1 mois près. Il s'est fait le croisé 2 mois après moi, en 2018, aux 6 Nations. Donc voilà, j'ai rencontré pas mal d'athlètes d'équipe de France, mais pas que. Il y a d'autres athlètes comme Laurie, en fait, qui ont aussi leurs histoires. Et vous aussi, c'est pareil, vous avez vos entreprises, et chacun a son histoire, ses obstacles. Il ne faut pas se comparer aux autres. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'inspirer des autres et de ce qu'ils vivent. Et donc moi, à ce moment-là, quand je vois ça et que je suis à plein temps pendant 4 semaines avec que des gens comme ça, bah, je choisis finalement de me dire ok, avec qui est-ce que je veux m'entourer? Comment est-ce que je veux avancer? Et ça, c'est vraiment le deuxième message. Et quand on développe son entreprise,
Je pense que ceux qui ont déjà de l'expérience en entreprise, qui sont en fin de carrière, vous pouvez en témoigner. C'est important d'avoir des gens qui sont prêts à nous soutenir, qui sont prêts à nous aider dans notre vision. Quand on débute, c'est extrêmement important justement de poser les bonnes questions, mais aux bonnes personnes. Si vous les posez à quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans ce que vous faites, si vous les posez à quelqu'un qui n'a aucune idée de comment on développe une entreprise, vous allez être tiré en arrière parce qu'on va surtout essayer de vous garder en sécurité et de vous garder sur des choses que ces personnes connaissent. Si vous voulez vous challenger, c'est un peu comme moi j'ai pu l'expérimenter avec ces athlètes, c'est de voir un autre monde, de voir ce monde qui vous appelle et voir comment est-ce que moi aussi je peux y aller. Et donc j'assume à ce moment-là, on est début 2018, j'assume, je veux aller en équipe de France, en tout cas me donner les moyens, que les JO c'est un rêve pour moi et qu'un jour j'y participerai, je ne sais pas de quelle façon, idéalement à ce moment-là en tant qu'athlète, et que cette valeur d'excellence, elle me plaît bien, mais pas dans le but d'être le meilleur, mais juste dans le but de me donner les moyens et de faire ce que je peux faire. Du coup, en 2018, justement, je lâche les béquilles après 2 mois d'opération, et à ce moment-là, il y a les candidatures pour l'équipe de France d'Ultimate qui sortent. Donc je me dis, en fait, c'est le moment, il y a des cycles tous les 4 ans, on candidate tous les 4 ans pour l'équipe de France, et ensuite il y a un cycle de développement. Donc je candidate. Et je m'inspire de choses comme ça. Michael Phelps, par exemple, si on veut être le meilleur, il faut faire des choses différentes. Et toutes ces citations qu'on peut voir aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a énormément de messages. Prenez vos messages, prenez ce qui vous plaît. Ce que je disais, j'espère qu'il y en a qui vont rester aujourd'hui. En fonction de ce que vous lisez, ça va vous donner pareil un état d'esprit. Michael Phelps, pour moi, c'est pareil. C'est une image, c'est une idole un peu. Enfin, il est extrêmement bon, mais il s'est donné les moyens d'eux. On en parle beaucoup sur les réseaux aussi. Les réussites d'une journée qui se font du jour au lendemain, elles sont construites sur plusieurs années, elles sont construites sur plusieurs mois, mais on voit que la surface de l'iceberg. Et ce sont toutes ces choses-là, sur comment est-ce que moi je peux faire pour m'en sortir et arriver justement à montrer cet iceberg-là, ce sont ces choses-là qui vont nous aider à avancer. Et donc la question à se poser, c'est si moi je veux être en équipe de France, cet athlète-là, qu'est-ce qu'il ferait au quotidien ? Vous, si vous êtes un chef d'entreprise, en fonction de la vision de votre entreprise, encore une fois, que ce soit un CA, que ce soit un équilibre pro-perso, que ce soit un équilibre de vie, juste un objectif de travailler avec telle personne. Moi, j'ai un rêve, par exemple, c'est d'être invité au podcast de Jay Shetty. C'est un coach très inspirant pour moi, américain. Si vous voulez faire ces choses-là, cette version de moi qui fait ça, qui accomplit ça, qu'est-ce qu'elle ferait là aujourd'hui quand moi j'hésite à faire X ou Y ? Si je dois investir sur un accompagnement, sur quelqu'un qui va m'aider pour faire, je sais pas, du branding visuel, comme on en parlait, sur de la communication. Cette personne-là, à l'instant où je suis, est-ce qu'elle aurait dit oui ou non ? Ou qu'est-ce qu'elle ferait si c'est non, pour pas que ma situation est dure et que j'avance pas ? Ce qui est essentiel à se rappeler, et je vous le dis parce que c'est vraiment un gros travail que j'ai fait à ce moment-là et que je fais encore, je sais pas s'il y a des personnes qui courent ici peut-être ? Ouais. Qui ont fait un marathon, peut-être ? Quand on fait un marathon, on n'est pas prêt à courir le marathon 3 mois avant quand on se lance dans la préparation. Ne jugez pas votre capacité à réussir au regard de votre situation actuelle. Quand j'ai candidaté en équipe de France, je sortais juste de ma période béquille. Donc ne jugez pas votre capacité à rentrer des clients, à exploser votre communication sur les réseaux, à créer de nouvelles opportunités, parce qu'aujourd'hui, vous n'y êtes pas et qu'aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas encore comment faire. Je vous donnerai des exemples après de choses qui se sont passées, des opportunités de dingue. Jamais j'aurais pu y penser. Donc ne jugez pas en fonction de là aujourd'hui et vous avez la possibilité, si vos compétences ou vos capacités, elles vous semblent pas suffisantes, d'aller voir comment je peux progresser sur telle ou telle chose et de voir justement qu'est-ce qui m'inspire pour encore une fois aller vers cette version de moi qui peut réussir. On va faire un 3 bis. Ne laissez pas non plus les autres juger de votre capacité à réussir. Mes parents, quand ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête, je pense que clairement, c'était vraiment pas le meilleur conseil. Ils m'ont au contraire beaucoup plus poussé à réussir. Des fois, on laisse les autres, justement, par leur vision extérieure, ils savent pas ce qu'on fait, ils connaissent pas nos forces, notre capacité. Quand on se lance dans un challenge, quand on veut perdre du poids, quand on veut se remettre au sport, y a des gens qui nous ont toujours vus de la même façon. Et donc, finalement, ils ont des peurs inconscientes de nous voir changer, en fait. Si on perd du poids, si on se remet au sport, alors que c'était pas nous avant, c'est comme si on va devenir un inconnu pour ces personnes. Donc inconsciemment, elles vont tenter de nous empêcher de changer.
il n'y a que vous qui pouvez être certain de ce que vous voulez construire. Et après, à vous de ramener les bonnes personnes, encore une fois, comme on disait, dans votre environnement, votre entourage. Fin 2018, j'ai réussi à aller être convoqué aux sélections France. Donc, pour moi, c'était fou. Enfin, c'était en septembre, je ne m'y attendais pas du tout. Il y avait eu le premier tri qui avait été fait, il y avait 40 personnes. Et au final, ils en ont appelé 20 de plus et j'ai été dans ces 20 personnes-là. Je suis revenu au mois de juin, j'ai fait 3 tournois durant l'été et j'ai pu aller aux sélections France. Comme je vous l'ai dit, 4 mois après, je me suis fait l'autre croisée. Ça s'est ensuivi. Et du coup, j'ai décidé par choix de me dire qu'en fait, de refaire tout ce process, de refaire tout ce travail-là, ça n'allait pas forcément m'apporter plus. J'avais touché du doigt ce maillot bleu. Quand on fait le cercle avant le début du match et qu'on crie 1, 2, 3 France, ça résonne très très fort et ça fait quelque chose, je l'ai vécu. Et pour moi, c'était suffisant à ce moment-là par rapport à ce que je voulais vivre et par rapport surtout aux 3 ans un peu non-stop entre 2017 et 2020 où je n'ai pas arrêté d'être en rééducation. Et ce que j'ai envie de vous donner aussi, c'est mentalement, ce travail-là, forcément, on apprend des choses. Vous allez avoir encore une fois des obstacles dans votre entreprise, dans votre développement, pro, perso. Ce que j'ai le plus appris ici, parce que toutes ces personnes sont ultra compétentes dans leur sport, dans leur domaine, il n'y en a que un tiers qui est sélectionné en équipe de France. Sauf qu'elles arrivent à compartimenter. C'est-à-dire que quand on est en sélection France, on met tout le reste de côté et on est concentré pour jouer. Et souvent, ce qui se passe et qui est difficile quand on est seul et entrepreneur, c'est ça aussi, c'est de réussir à compartimenter et segmenter le perso, le pro, la famille, les amis. C'est vraiment un travail mental, mais prenez conscience que si vous voulez mieux réussir, c'est de vous permettre d'être pleinement dans votre projet. Mais être pleinement dans votre projet, ça ne veut pas dire être H24 dessus. Parce que l'intensité qu'on a eue sur un week-end, j'ai pas pu marcher pendant 4 jours après. On ne peut pas la maintenir pendant tout le temps en fait. Donc essayez de garder ça en tête, de segmenter que votre business, il y a peut-être des moments où c'est important d'être à 100% dessus, vos projets personnels, mais qu'il y a des moments aussi où c'est important de pouvoir relâcher. En parallèle, ça c'était ma vie à côté. J'étais ingénieur à la base dans le spatial, donc ça c'est un projet que j'ai fait. En ce moment, ils sont en train d'être lancés, c'est les nouvelles constellations de satellites. C'était des nouveaux projets de nouvelle génération. C'est une constellation de 25, donc ils en lancent 5 par 5 tous les 6 mois, 1 an. Et donc ça s'est passé en parallèle de ce que je viens de vous raconter sur l'aspect sportif. Et donc tout ce que j'apprenais mentalement de ce côté-là, ça m'a permis dans le milieu professionnel d'entreprise de comprendre aussi des choses dans les fonctionnements, dans les relations avec les autres. Ça, c'est pour valider, on va dire, la compétence excellente. Je me suis dit, ok, j'ai lancé ça c'est un satellite pour la Thaïlande d'observation que j'ai fait globalement de A à Z. Moi, j'étais en analyse thermique. En fait, on apprend quand on commence à s'affirmer. Donc moi, j'ai appris ça avec tout ce process en préparation, en rééducation. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à affirmer mes choix. Sauf que du coup, quand on se retrouve en entreprise, dans une entreprise ambitieuse en plus, il faut réussir aussi à interagir avec les autres. Quand on est entrepreneur, c'est pareil aussi. Il y a nous, on a notre vision de notre business, on a notre vision de notre offre, mais ça demande aussi une interaction avec nos clients, avec nos partenaires. Et donc ça, je l'ai appris là-dedans, c'est-à-dire que notre affirmation de soi, l'affirmation de soi, elle commence par soi, mais elle se construit avec les autres. Et ce qui est important par rapport à ce message-là, c'est ce qui est écrit juste avant, c'est que j'ai besoin d'être fiable. Il faut d'abord que je me connaisse pour donner une image fiable aux autres, qu'on me fasse confiance. Et à partir de ça, si je dis que je ne peux pas répondre à un projet dans les 3 jours, mais par contre je le ferai dans les 5 jours, si je suis fiable, on va me le donner parce qu'on me fait confiance et on sait que dans 5 jours, c'est bon. Si je commence à dire OK dans 3 jours, puis que finalement je le donne dans 5 jours, on ne me redonnera pas le projet suivant parce qu'on ne me fera pas confiance. Et donc quand on construit son entreprise, plutôt que de se précipiter, de parfois vouloir cumuler les projets, de vouloir avoir toutes les possibilités qui arrivent, peut-être parfois au point de devoir changer qui on est ou la nature de notre offre, de notre entreprise, du coup de faire quelque chose qui est un peu moins certain, des fois ça peut poser un problème niveau fiabilité et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est le message que je retire de mon expérience ingénieur, et surtout quand on lance des satellites, c'est important que ce soit fiable parce qu'on ne peut pas trop le bricoler après. C'est que justement c'est important d'avoir cette communion et ces interactions tous ensemble. Maintenant, cette expérience, elle m'a aussi fait vivre
d'autres points un peu plus négatifs. Je pense que mes blessures sont parties de là aussi, le fait de mal se gérer peut-être, de mal se contrôler. On parle de burn-out maintenant. Je pense que c'est un sujet pour le salarié, mais aussi pour l'entrepreneur. Et la difficulté, c'est que quand on est entrepreneur, en fait, c'est notre responsabilité à nous. On ne peut pas dire que c'est à cause de notre manager, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on nous a imposé de faire telle ou telle chose. C'est moi qui fais mon planning, c'est moi qui suppose ce que je dois faire, c'est moi qui prends des clients, c'est moi qui fais tout en fait. Et pour peu, quand on se lance et qu'on n'a pas justement la possibilité de déléguer ou de s'entourer d'autres personnes, d'autres professionnels, c'est moi qui vais faire ma com, c'est moi qui vais faire ma compta, c'est moi qui vais faire toutes ces choses-là annexes qui ne sont pas mon métier à la base. Donc du coup, c'est un vrai sujet. Et de l'avoir vécu en entreprise, de comprendre en fait un peu les mécanismes, ça permet justement de se dire, en fait, entrepreneur, comment est-ce que je fais pour pas me mettre la même pression que je reprochais aux autres à la base ou que j'ai reproché à l'extérieur. Souvent, le problème majeur, c'est pas qu'on en fait trop, parce qu'il y a des gens qui ont notamment dans l'événementiel, on a des grosses périodes rush, les gens qui organisent des événements le savent, c'est hyper intense. Est-ce qu'on est en burn-out? Pas du tout. Parce que c'est temporaire, c'est quelque chose qui nous plaît à ce moment-là, potentiellement, on est dans le feu de l'action aussi, c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent il faut penser à faire les choses qu'on aime. Les personnes qui sont le plus en burn-out, je vous montrerai des chiffres après, parce que sur ces sujets, c'est important de les poser. C'est souvent qu'on oublie, en fait, justement, ces parties faire ce qu'on aime. Et quand on est entrepreneur, des fois, quand on commence, je suis passé par là, j'ai encore du mal, des fois, je veux investir, je veux prendre un coach, je veux prendre quelqu'un pour m'aider sur la com, et à côté, j'ai envie de partir en voyage. Est-ce que j'ai le droit de dépenser 300 €, sachant que j'essaye de rassembler 5 000 €? Et en fait, c'est de se dire que ces investissements-là, en fait, justement, c'est pas des dépenses personnelles. On a tendance à voir les dépenses personnelles et les investissements professionnels. En fait, les dépenses personnelles, ce sont des investissements personnels qui nous permettent d'aller mieux, qui nous permettent de vivre ce qu'on aime, d'être nous-mêmes. Et ça se ressent dans le professionnel. Et je pense que justement, des fois, on oublie, ça peut être des petites choses, mais juste de rencontrer des personnes si c'est quelque chose qui nous plaît, donc d'aller dans un bar, de se dire ok, là c'est pour mon bien-être personnel, j'investis sur ça pour créer de l'équilibre. Et donc de plus voir les petites dépenses, des fois on a tendance à vraiment bloquer les vannes, de se dire ah mais là c'est la fin du mois, c'est compliqué, j'ai d'autres projets. Non en fait, 5 € pour une bière et voir des gens sur une soirée si ça nous fait du bien, c'est ok, c'est un investissement pour soi. Donc nourrissez ce que vous aimez, c'est important pour continuer. Pas besoin de s'éterniser trop sur ça, je vous mets en jaune, vous avez le temps de lire rapidement, mais j'ai mis deux, trois sources qui montrent que justement une focalisation excessive, dans 35%, donc un entrepreneur sur 3 a déjà ressenti ce problème de focalisation excessive et d'avoir du mal à ressortir de son entreprise. Ça passe par une conscience de qui je suis, de quel est mon objectif, et finalement c'est pas de toujours en faire plus, c'est de structurer. Et un peu comme chez Airbus, en fait. Chez Airbus, on avait un projet, on disait, OK, on a 3 mois, donc ça veut dire que dans un mois, on en est là. Donc là, chaque semaine, je dois faire X ou Y. Et donc, ça veut dire que quand je finis mon lundi, quand je finis mon mardi, je sais que mon modèle thermique, il n'est pas encore fini parce que j'avais prévu de le finir mercredi, que jeudi, je dois faire mon doc de présentation et vendredi, j'ai une réunion. Donc mardi soir, si je n'ai pas fini mon modèle thermique, c'est pas grave. Je sais que je le finis demain. C'est important quand on est entrepreneur aussi de pouvoir faire ça, de pouvoir accepter que si on veut préparer des projets long terme, ils vont prendre plus qu'1 jour et de ne pas vouloir tout finir tout le temps, d'accepter que ça prend un peu plus de temps. Et ça aidera à soulager justement la focalisation excessive sur son travail. Et c'est pareil justement pour le marathon ou les activités annexes. Si je prépare un marathon mais que je me focalise à 100% dessus, j'ai déjà eu ce process-là de justement optimiser au maximum pour ma récupération, pour mon alimentation. Ça demande du temps, mais je ne peux pas tout mettre de côté. Si je m'empêche de sortir, que je m'empêche de voir des gens, que je suis tout seul à faire ça, la préparation, elle est longue, elle est usante. C'est pas optimiser sa préparation de ne faire que ça. On a besoin, nous, de nous nourrir d'autres choses. Donc c'est jamais bon de faire 100% de quelque chose. Quand on parle de passer du temps, on a
En fait, on a 3 budgets pour nous, pour n'importe quoi. On a du temps à fournir, on a de l'énergie et on a de l'argent. TEA, T, si ça vous aide à retenir. L'idée, c'est que vos seules ressources, c'est ça pour quelque chose, pour un projet personnel, professionnel, n'importe quoi. Vous avez du temps, de l'énergie, de l'argent. Par exemple, si vous devez faire le ménage chez vous, vous allez prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie, mais c'est gratuit. Si vous voulez compenser ça et récupérer votre temps, vous allez payer quelqu'un, ça demande de l'argent. Tout dépend de ça. Et votre entreprise, c'est pareil. Si vous ne déléguez pas, ça vous prend du temps et de l'énergie. Si vous déléguez, l'argent va remplacer ce degré de temps et d'énergie. Donc, ayez conscience, pour vous libérer en termes de charges aussi, dans quel budget de ces 3-là je peux piocher et comment est-ce que je l'équilibre. Si j'ai très peu d'argent dispo, forcément, je vais devoir investir plus de temps et d'énergie. Quel est le juste milieu? Quand on va faire du montage vidéo, quand on va faire de la photo, quand on va faire un site web, dans quelle mesure est-ce que je suis prêt à investir soit de mon temps et énergie que je pourrais mettre à peut-être autre chose, ou de l'argent, et justement combien de temps ça me fait gagner. Maintenant, j'ai 2 derniers messages qui sont, à mon sens, importants. Souvent, donc, ouvrez les possibles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu dans différents moments de ma vie aussi que souvent, et en voyant dans mon entourage aussi, on pense à ouvrir les possibles uniquement quand on est un peu dos au mur. J'ai plus d'argent, c'est quoi qu'est-ce que je peux faire au maximum? Faut que je trouve une solution. Je sais plus quoi faire, voilà, je suis un peu perdu, je vais partir et je vais faire quelque chose de fou. Moi, par exemple, quand j'étais en école d'ingé, j'ai fait ma dernière année en Angleterre. À ce moment-là, le pound a pris énormément. Ça m'a pris toutes mes économies. J'avais plus d'argent à la fin du mois de mai et du coup, je devais trouver un stage au mois de mai. Donc, soit je le faisais en Angleterre et j'étais pas rémunéré, ou soit je devais à tout prix trouver un stage en France. À la base, j'avais une formation en énergie-environnement, je me suis spécialisé en thermique et j'aurais bien aimé bosser dans le solaire. À ce moment-là, justement, quels sont les possibles? J'ai tout ouvert et je me suis dit, tiens, en fait, le spatial, ça peut être cool, il faut que je trouve un truc. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le spatial. J'ai candidaté chez Airbus et on m'a pris en stage de fin d'études pour la thermique. Mais parce que j'étais au pied du mur. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans être au pied du mur pour commencer, si jamais vous sentez que des fois, comment est-ce que je peux nourrir mon entreprise? Rajouter du plaisir, de la passion, du fun, comme je disais, sur ce que vous aimez, que ce soit dans votre activité pro ou dans votre sphère personnelle. Mais si vous sentez que qu'il manque quelque chose, ou que vous êtes en train de vous sentir épuisé, que vous sentez que c'est lassant de faire ce que vous faites, que vous avez l'impression de répéter la même chose. Moi, ma première année d'entreprise, justement, c'est énormément de réseaux sociaux pour se faire connaître. J'avais l'impression de devoir faire tout le temps des posts, de pas beaucoup coacher. C'était épuisant et c'était pas fun du tout. Et justement, j'ai fait un travail sur mes valeurs personnelles et la première qui ressortait, c'était vie excitante. Et là, je me suis dit, mais en fait, ma vie, elle n'est pas du tout excitante, je fais plus rien parce que tout ce que je vous ai dit avant, je l'ai fait, j'avais bloqué les vannes, je sortais plus trop d'argent pour le personnel. Et donc, j'ai commencé à me questionner sur qu'est-ce que je peux faire différemment. Et là, depuis quelques années, je ne fais que ça et c'est comme ça que je me retrouve à faire des choses plutôt sympas. Par exemple, et ça sera, la réponse arrive juste après, c'était en 2022, sur ma 2e année d'entreprise. J'hésitais justement, je voulais faire le salon Zen et Bio à Nantes, je voulais donner une première conférence. Ça coûtait 2 000 €. On me proposait un article dans le journal des mines. Les mines, c'est un ensemble d'écoles d'ingénieurs, donc il y a Paris, Nancy, Saint-Étienne. Moi, j'ai fait Nancy. 2 000 €. Je voulais vraiment faire un voyage à l'île Maurice pour rencontrer ma famille que je ne connaissais pas. J'allais avoir 30 ans, je voulais faire ça. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je trouve des idées originales. On va aller faire un jeu télé. Ce n'est pas que pour les autres. On peut faire des jeux télé. C'est un moyen de gagner de l'argent. J'aime jouer. J'aime Up to Play, ils peuvent en témoigner. Je suis souvent là-bas pour jouer. On peut potentiellement gagner de l'argent. Celui-là est ultra accessible, donc je vous encourage vraiment à y aller. Mais tout ça pour vous dire que du coup, j'y suis allé. C'était fun. Et en fait, il s'est passé plusieurs choses grâce à ça. J'ai gagné déjà 5 fois. Donc j'ai gagné 7 000 € sur la durée d'une journée. Si vous vous rappelez les calculs de tout à l'heure, en gros, ça m'a permis de ne pas choisir. J'ai pas trop réfléchi, je me suis dit, on réfléchit pas, genre je fais tout ça et c'est du bonus. Et surtout, ça m'a aussi permis de rencontrer d'autres gens
Et j'ai rentré 5 000 € en clients. Alors, en fonction des activités, forcément, ça parle ou pas. C'est pas 1 milliard, ça c'est sûr. Mais à ce moment-là, pour moi, ça représentait 20% de mon chiffre d'affaires, 25%. Donc, ça m'a permis de ne pas me poser de questions, de partir à Maurice, de faire ces choses-là que j'hésitais à faire, de m'amuser et de gagner en plus de l'argent avec de la clientèle, qui du coup, depuis, me recommande. Donc, ouvrez les possibles, c'est vraiment de vous dire, en fait, si je fais des choses où c'est naturel pour moi et où je m'amuse, il y a de fortes chances que ça vous apporte des choses. Je me suis demandé aussi professionnellement qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Et aussi, il y avait ce rêve-là toujours un peu dans le coin de ma tête. Comment est-ce que je peux éventuellement toucher les JO? En tant qu'athlète, j'ai essayé, je me suis mis à la course à pied, au triathlon. Il y a des tendinites qui sont arrivées. Je me suis dit, bon, même en faisant de mon mieux, ça avait l'air, c'est compliqué de performer et d'accéder au très très haut niveau. Je suis coach. Je me suis formé sur les neurosciences, la psychologie. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la prépa mentale pour un athlète olympique? Et donc, je me suis retrouvé à accompagner une franco-islandaise, Soana, qui était en équipe de France il y a 10 ans et qui est passée sur la falaise. Donc, elle fait de l'escalade en falaise depuis 10 ans. Et en fait, donc avec l'Islande, pour Paris 2024, il y avait un moyen de se qualifier un peu différent des autres pays qui permettait justement aux pays émergents de l'escalade de potentiellement avoir une place plus facilement. Donc en fait, elle n'avait pas besoin d'être dans les 10 premières de chaque tournoi de qualif, il fallait qu'elle soit dans les 30 premières sur 46. Maintenant, ça reste du très très haut niveau. Elle vient de la falaise, donc elle n'a pas l'habitude de tout ce qui est plastique, de tout ce qui est bloc, et donc elle n'était pas non plus bienvenue dans ce monde-là. Il y a des gens qui estimaient qu'elle prenait la place des autres, etc. Donc mentalement, il y a eu un gros travail. Et donc moi, je l'ai accompagnée pendant 8 mois, on a bossé ensemble pendant 3 mois d'abord, pour apprendre à se connaître sur son circuit Coupe du Monde en 2023. Et ensuite, de septembre à juin 2024, donc septembre 2023 à juin 2024, je l'ai accompagné sur ce projet-là. Comment est-ce qu'on fait quand les autres ne croient pas en nous, quand on est seul, quand on se sent rejeté par ce milieu-là, et quand potentiellement on se compare aussi aux autres inconsciemment, ou qu'on nous compare parce qu'il y a des classements dans ces choses-là? Vous allez voir aussi dans vos entreprises des concurrents ou en tout cas d'autres personnes qui font de la même chose. Vous allez comparer un moment, c'est dans ces moments de doute dont je parlais, 20 janvier, premier trimestre. Qu'est-ce que je fais? Et bien c'est un peu comme elle a fait, la première chose, c'est vous d'y croire. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi votre entreprise? Qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir vous investir comme ça? Parce que c'est un énorme investissement. Elle s'est blessée plusieurs fois pendant ce parcours. À quel moment est-ce que je continue ou je m'arrête? Et donc c'est là où c'est important, justement, j'ai compris avec elle, moi les JO c'est un rêve, mais pour elle c'en était un autre d'une autre façon, pour être athlète, c'est de se dire en fait potentiellement elle pourrait le refaire plus tard, sauf que l'occasion c'est cette année, et en fait on ne sait pas plus tard ce qu'il en sera, on ne sait pas dans 4 ans, pour les choses qui arrivent si peu, dans 4 ans où est-ce que j'en serai. Et donc ce que je vous invite, c'est pareil pour votre entreprise, pour vous personnellement, dans votre développement personnel, professionnel. Si jamais vos opportunités, elles arrivaient qu'une fois tous les 4 ans, comment est-ce que je la prendrais là aujourd'hui quand elle se présente devant moi? Quel degré d'investissement j'y mettrais? Si je crée mon entreprise cette année et que la prochaine occasion que j'ai de le faire, c'est dans 4 ans, quelle énergie j'ai envie d'y mettre? Si je dois prendre des personnes pour travailler avec moi, si je dois recruter, quel degré de précision dans le recrutement je vais mettre là maintenant si jamais la prochaine session c'était dans 4 ans? Et ça vous aide à voir un peu plus vers où vous voulez aller et justement avec qui je m'entoure, quelle capacité j'ai et comment est-ce que je construis la suite. Et pareil, dans cet esprit de prépa mentale, de faire des choses nouvelles, etc. Merci Up to Play, j'en profite. Ils m'ont permis de faire des conférences de préparation mentale pour le marathon, donc tout public. J'avais envie de pouvoir partager avec plus de personnes. Et donc on a fait ça entre septembre et novembre pour le marathon de la Côte d'Amour. Donc voilà, sur un cycle de 4 conférences en parallèle de la préparation. Et en fait, 13 personnes sur les 14 ont tenu leur objectif et ont adoré leur premier marathon. Ça allait de 30 à 55 ans. Des personnes pour qui c'était le premier marathon, des personnes pour qui c'était un vrai challenge. Et en fait, c'est la même chose pour ces personnes. Pourquoi est-ce que je fais mon marathon? Pourquoi est-ce que quand je vais être à 3 heures de course, je vais continuer à courir alors que j'ai hyper mal à mes jambes? Pourquoi est-ce que si mon entreprise elle a 5 ans et que c'est compliqué,
je vais encore y aller pour une 6e année. Et ça, c'est votre pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je fais ça. Quand je vais essayer justement de performer, quand je vais essayer de faire un travail personnel sur moi, à quel moment je m'arrête? Je continue tant que j'ai une vraie raison de le faire. Il faut une vraie raison et une vraie vision. Genre, où est-ce que je veux aller et pourquoi est-ce que je veux y aller. Et les JO, je vous jure que c'est un truc qui était vraiment là-dedans. Donc c'était à moitié réussi pour moi. Je me suis dit, ouais, j'ai touché du doigt, mais il manque quelque chose. Et donc je me suis retrouvé volontaire à Paris. À la base, j'ai eu du mal à y aller parce que, vous l'avez peut-être expérimenté l'année dernière, il n'y avait pas trop d'informations. On ne savait pas, ça avait l'air un peu bancal dans l'organisation. En tout cas, c'était mon point de vue. Pour moi, c'était pas cette chose-là qui allait cocher ma case JO, mais en même temps, c'était à Paris, c'était la première fois de le vivre, de voir. Enfin, moi, je suis hyper inspiré par ces choses-là. Mais j'ai vraiment hésité plusieurs fois. Est-ce que j'y vais, surtout en avançant? Donc, on a la convention des volontaires au mois de mars. On nous pitch un peu des choses. Et ensuite, on n'a toujours pas de planning, on n'a toujours pas de formation, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire. Puis ensuite, mois de mai, au mois de juin, donc un mois avant, on reçoit notre mission. On me dit, en gros, j'ai une vidéo où on nous dit que donc, je vais être au centre des volontaires, je suis responsable du service aux volontaires, donc je suis entre Paris 2024 et les volontaires. Et je dois m'assurer que tout va bien pour eux, ils vont me raconter leurs histoires, je vais m'assurer qu'ils aient du café, des choses comme ça. C'est pas hyper passionnant. Sur le papier, j'hésite encore une fois à me dire, mais est-ce que je veux passer 3 semaines pendant les Jeux à faire ça? C'est compliqué. Et en même temps, ma vision, c'est de faire les Jeux. Donc c'est l'occasion, c'est d'en faire partie une fois dans sa vie. Et donc, encore une fois, ouvrir les possibles. C'était peut-être pas ce que j'avais en tête à la base, mais on m'a pris. Déjà, on n'est que 45 000 à avoir été pris sur 300 000 candidatures. C'est une chance, donc j'y vais. Et ce qui s'est passé après, c'est juste incroyable, quand je vous dis d'ouvrir les possibles. Mais avant de vous dire la suite, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on ouvre les possibles et qu'on est soi-même, il se passe des choses de fou. Parce qu'en fait, on ne le réfléchit pas trop, on est naturel et les gens le captent. Et quand on est naturel et que les gens le captent, ça peut créer des choses un peu comme au jeu télé, où ça a matché avec quelqu'un, qu'on a ramené un client. Je me suis retrouvé sur scène avec le CIO. Le lendemain de la cérémonie de clôture des JO, il y a eu une cérémonie officielle par le CIO, en fait, pour Paris 2024, pour remercier les différents directeurs, en fait. Et on m'a appelé 3 jours avant pour me demander si je voulais représenter les 45 000 volontaires à cette cérémonie. Il fallait un homme, une femme, toujours la parité pour les Jeux. Donc en gros, ils ont pris la doyenne, qui avait 82 ans, et moi. Pourquoi? Rapidement, les volontaires à Paris 2024, à la Concorde, ils venaient plus trop au centre des volontaires, parce qu'en fait, il y avait un parc urbain, il y avait 4 arènes, il y avait le basket, le skate, le BMX et le breakdance. Et en fait, il y avait un parc urbain, donc il y avait d'autres activités, etc. Donc il y avait toujours du public, contrairement à un stade qui se vidait. Et donc à la Concorde, il y avait ça. Et moi, rapidement, j'ai demandé à mes managers, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, je peux apporter des choses, enfin, j'ai des compétences, je peux faire quelque chose, est-ce que je peux rendre service? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un concours de circonstances. Et justement, quand on est soi-même, on répond beaucoup plus facilement aux opportunités et aux circonstances. Il a plu énormément le samedi, le premier jour des Jeux. Donc l'épreuve de skate est annulée et elle est reportée au lundi. Donc du coup, j'ai pu renforcer une première équipe. J'ai renforcé la famille olympique. En gros, ce sont tous les dignitaires, les gens accrédités qui viennent. Et l'idée, c'était de leur faire suivre un parcours un peu spécial pour eux. Donc voilà, j'ai pu vivre ça. Et le lendemain, comme ça a plutôt bien marché, que j'ai plutôt bien rendu service, je suis allé dans l'équipe service aux spectateurs. Donc je me suis retrouvé à la billetterie dehors, à faire rentrer les gens et à scanner. Et ça s'est super bien passé. Du coup, le jour d'après, on m'a remis avec eux, avec les spectateurs. Et cette fois, je me suis retrouvé dans les tribunes. Et pareil, ça s'est très bien passé. Puis je me suis retrouvé dans une autre mission encore. Enfin, j'ai renforcé en fait tous les jours des nouvelles équipes. Et en fait, c'est grâce à cette implication, où c'était pas du tout réfléchi, c'était vraiment pour rendre service, que je me suis retrouvé là, qu'on m'a appelé pour représenter les volontaires. Mais c'est pas tout. Je vois plein de discours, je vois Anne Hidalgo, je vois Valérie Pécresse, tous ces gens-là qui font des discours. Je vois Tony Estanguet pleurer 3 fois sur scène pendant son discours. Ça inspire. Je suis là devant vous, j'aime bien parler. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Et surtout, c'était pas que pour moi, je représentais les volontaires aussi. Donc je me dis, c'est maintenant ou jamais. Et donc j'ai
demandé à Thomas Barr, le président du CIO, est-ce qu'il y a moyen de faire un petit mot pour tout le monde? Et donc j'ai pu me permettre de faire un discours au JO. Et donc ça, c'est un peu ma médaille. C'est ce qu'on nous a donné. On n'est que 2 à l'avoir eu du coup. Et finalement, je pense que ça représente beaucoup plus pour moi que si justement j'avais pas pu justement y participer ou si je m'étais concentré sur cet aspect athlète et sportif. C'est une façon de vivre les Jeux. Après voilà, il s'est passé d'autres choses. J'ai pu toucher les médailles. J'ai fait aussi une mission de renfort pour préparer les médailles. Donc pour ceux qui ont suivi au basket 3-3, la France a fait médaille d'argent. Voilà les médailles derrière l'arène de basket 3-3. J'ai pu faire 1 ou 2 shoots de basket, c'est cool. Et surtout à cette cérémonie, j'ai rencontré un de mes idoles aussi, Martin Fourcade. Du coup, clairement, juste pour ça, pareil, pour moi, la mission olympique est totalement validée. Mais c'est pas tout. Les Jeux sont finis, on est fin septembre, le 20 septembre. On me rappelle, Joss, ton discours, il était cool à la cérémonie du CIO. On est en train de faire un documentaire de remerciements pour les volontaires de Paris 2024. Est-ce que tu veux venir faire la voix homme pour ce documentaire? Pour la 2e fois, on me demande de représenter les 45 000 volontaires. C'est incroyable parce que si j'y avais pas été, j'aurais jamais vécu tout ça. Et même petit à petit, les opportunités se sont encore prolongées. Et j'ai pu, du coup, cocher complètement, je pense, ma case volontaire. Et jamais j'aurais pu faire les Jeux plus que je les ai fait là. Donc si on se rappelle le message de base, c'est, comme je vous disais, ouvrez les possibles, soyez vous-même, sans chercher forcément à chaque fois à faire les choses dans un but autre que d'être vous et de ce qui vous plaît, et potentiellement vous allez attirer. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, donc je ne vous dis pas que c'est pas juste un message faux, je l'ai expérimenté, j'y crois sincèrement, et je crois sincèrement que c'est possible pour chacun d'entre nous d'attirer des belles choses comme ça. On va passer sur quelque chose d'un peu pratique après pour pas que vous endormiez, mais je vois que vous êtes tous plutôt à l'écoute, donc j'ai envie de vous ancrer un message avec ça, parce que pour moi, c'est vraiment la priorité. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? C'est des platanes? Non, pas des platanes. Des séquoias. Ouais, les redwoods ou les séquoias géants aux US. C'est en Californie, ou en tout cas sur la côte ouest. Pourquoi j'associe ça à ça? Parce que j'ai fait une séance de coaching un jour avec un coach américain. Et en fait, il nous disait que les séquoias, ce sont les plus grands arbres du monde. À aucun moment, ils prennent la place des autres. Chacun prend son espace au sol, mais chacun prend sa place, les autres arbres aussi. Et il nous disait, imaginez que vous soyez un séquoia. Si vous êtes grand, est-ce que vous voulez vous cacher? Ces séquoias, ils sont juste eux, à leur place. Et en fait, au mieux, ce qu'ils peuvent faire, c'est juste de rayonner pour montrer aux autres ce qu'il est possible de faire. Moi, ça m'a vraiment marqué et c'est pour ça que maintenant j'ai ce tableau. C'est une cliente qui me l'a fait, une cliente qui procrastinait. On avait travaillé sur ça mentalement, sur justement qu'est-ce qui la bloquait. Elle faisait de la peinture, elle savait plus quoi faire. Je lui ai dit, si jamais tu veux faire un tableau de séquoia, moi je serais content. Elle me l'a fait, elle me l'a envoyé. Mais voilà, si vous étiez cet arbre majestueux qui peut inspirer les autres, comment est-ce que vous agiriez au quotidien? Qu'est-ce que vous feriez, que ce soit personnellement, professionnellement? C'est quoi cette version de vous qui se cache pas, qui ose, qui est soi-même? Et dans cette forêt, en fait, il y a plein de séquoias. On n'est pas tout seul, on n'est pas juste tout seul au-dessus des autres. On a tous le droit d'être grand, on a tous le droit d'avoir des entreprises qui fonctionnent. Dans nos domaines, il y a plusieurs personnes et chacun a le droit de réussir. On ne fait pas d'ombre aux autres. On peut leur montrer justement ce qu'il est possible de faire. Et je vais vous raconter une histoire pour faire la transition sur la deuxième partie. Comme on est sur les arbres, c'est une histoire de 2 bûcherons, on va les appeler Thierry et Charlie. Thierry qui est, on va dire, le plus expérimenté, Charlie plus jeune. Thierry et Charlie, ils sont aux États-Unis justement, ils sont bûcherons dans la même forêt et tous les jours, ils vont couper du bois ensemble, à la même heure. Tous les jours, ils finissent à la même heure. Sauf que tous les jours, Thierry, il prend 1 heure en milieu de journée, il part faire autre chose et il revient après. Et tous les jours, pendant plusieurs mois, à la fin, donc ils finissent à la même heure, et Thierry qui est parti, il a toujours plus de bois de couper que Charlie. Du coup, Charlie il se demande, mais Thierry, je comprends pas, on vient tous les jours à la même heure, on part tous les jours ensemble à la même heure, mais toi tu pars 1 heure, moi je coupe du bois, qu'est-ce que toi tu fais?
Et Thierry lui dit, en fait, juste, je rentre chez moi, je me pose et j'aiguise ma hache. Pensez à aiguiser votre hache. C'est-à-dire que voyez votre business et votre vie dans ce que vous faites, pas comme une journée à optimiser. On ne veut pas faire le maximum sur une journée, mais faire le maximum sur la durée de mon entreprise, sur la durée de mes projets. C'est pas 100% chaque jour, on ne pourra pas le tenir. Et du coup, si je vois sur la vision long terme, mon but, c'est pas de faire 100% sur une journée. C'est de pouvoir optimiser, de garder cette efficacité et de pouvoir continuer, parce que si je m'épuise, je ne vais pas réussir. Si ma hache elle s'abîme, je vais être beaucoup moins efficace, je vais demander beaucoup plus d'efforts et je vais couper de moins en moins de bois surtout. Et à un moment, je vais arrêter, je vais en avoir marre. Et donc, ce message-là, il m'emmène sur des petits exercices pratiques avec vous, parce que le but de cette session, c'est aussi que, comme on le disait, c'est que vous puissiez garder un état d'esprit positif. J'espère sincèrement que ce que j'ai partagé, ça vous a inspiré à de grandes choses. Mais le but, c'est qu'il y aura certainement des moments plus difficiles et peut-être un peu plus négatifs. Et je ne pouvais pas partir sans vous partager des choses que je fais justement avec mes clients pour les aider à aller mieux dans les moments plus compliqués. Qui est partant pour faire ces exercices? Ouais. Un peu d'animation. Donc on va faire 3 exercices. Pareil, petit acronyme pour que vous reteniez PLS, comme ça vous pourrez les avoir. Un de posture et de physiologie, un sur la libération et la régulation émotionnelle et un sur l'aspect organisation. À mon sens, ce sont les 3 priorités à garder en tête pour les moments où justement vous sentez que vous tendez peut-être vers de l'épuisement, vers du surménage ou quelque chose qui peut être compliqué. On peut faire de l'ancrage. Donc je vous invite à vous lever tous. Et je vous invite à fermer les yeux. Et juste essayer d'estimer, voilà, vous balayez votre corps. Essayez de voir, est-ce que vous tanguez, est-ce que votre corps il bouge? Est-ce que, voilà, le haut du corps, est-ce que vous vous sentez stable? Est-ce que vous vous sentez fixe? Est-ce que vous vous baladez sur la droite, sur la gauche? Et une fois que vous avez pris conscience de ça, essayez d'imaginer, si vous deviez mettre un point, votre centre de gravité, où est-ce qu'il serait? Ensuite, je vous invite à prendre une grande inspiration, à souffler par la bouche. On va refaire la même chose et quand vous allez expirer, vous allez fléchir légèrement les genoux comme en position de ski et imaginez qu'en soufflant, votre corps descend dans vos jambes. Donc on inspire et j'expire, je fléchis mes jambes et j'imagine que je descends sur mes jambes. Et là, pareil, reprenez conscience de votre corps en gardant les jambes légèrement fléchies. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez que vous tanguez de la même façon? Est-ce que vous êtes plus stable? Vous pouvez continuer à respirer. J'inspire, j'expire. Et à chaque expiration, sentir que vous pouvez redescendre, voilà, votre tête, imaginez, tout redescend vers vos jambes. Vous êtes plus ancré. Vous pouvez vous redresser, rouvrir les yeux. Qui a senti un effet un peu stabilisateur, justement physique? Ouais. Est-ce que vous êtes senti plus stable? Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, ça prend 2 minutes, avant un événement, avant quelque chose. Si vous pensez trop, quand vous êtes beaucoup en train d'énormément penser, on redescend. Et il y a vraiment cette visualisation de « ok, je redescends dans mon corps, je redescends dans mes jambes ». Et en fait, on parle de physiologie parce qu'il se passe quelque chose en interne, en termes d'hormones, on ne va pas rentrer dans les détails. Il se passe des choses, de se concentrer sur notre respiration et ensuite de remettre la conscience sur notre corps, ça permet de créer des rééquilibres aussi. Ça, ce geste de main qu'on voit, ça peut être intéressant en fait si on pousse un peu plus loin l'exercice, mais ça prend un peu plus de temps donc on ne le fait pas aujourd'hui, d'imaginer donc ce centre de gravité que vous aviez comme si c'était une petite lumière et d'essayer de pointer avec vos doigts vers votre sternum et d'essayer d'imaginer que cette lumière qui est peut-être dans votre tête justement parce que vous pensez trop, qu'à chaque respiration vous essayez de la faire descendre et de la recentrer sur votre sternum. Et vous allez voir que ça va accentuer cet effet de descente et d'apaisement. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Donc ça c'est pour l'aspect physique et physiologique. Le deuxième point important, c'est la régulation émotionnelle.
Et je parle de libération parce qu'on n'est pas dans l'évitement des émotions, on est vraiment sur les accepter, les gérer, on ne va pas rentrer en détail dedans. On va faire un exercice sur 30 secondes, pareil, pour que vous puissiez voir un peu les effets. Et ça, vous pourrez le répéter chez vous quand vous voulez. Ça marche énormément. Je l'ai fait beaucoup justement avec Swana, la grimpeuse. Avant sa compétition, elle faisait toujours ça parce que ça permet vraiment de se relâcher, de détendre le corps. Physiologiquement, il se passe quelque chose. On parle beaucoup de cohérence cardiaque. Il y a différentes façons de le faire. Il y a le carré, le 4-4-4-4, il y a d'autres choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prolonge l'inspire par rapport à l'expire, ça va avoir un effet activateur. Quand on va prolonger l'expire par rapport à l'inspire, ça va avoir un effet plutôt de relâchement. Donc je vous invite, pareil, à fermer les yeux. Bon, vous êtes déjà relâché avec ce qu'on vient de faire, mais vous pourrez peut-être le ressentir. Je vous inviterai à le refaire plus tard. Donc fermez les yeux. Voyez comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes excité? Stressé? Et vous allez suivre le compte. Donc on va inspirer sur 4 temps, on va bloquer sur 4 temps notre respiration et ensuite on va expirer sur 7 temps. Et on va faire ça 2 fois de suite. Donc on y va, on inspire. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On recommence. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil, réévaluez dans votre corps comment vous vous sentez. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous vous sentez plus détendu? Ça, vous pourrez vraiment le refaire sur une journée stressante où vous êtes un peu en mode pile électrique et essayez vraiment de le faire entre 2 actions, de vous poser, si vous le faites 4 fois, ça fait 1 minute, le compte fait 15 secondes. Ça aura vraiment cet effet de, voilà, encore une fois, de rabaisser, de ne pas nourrir ce stress et de court-circuiter en fait, en rapide, dans votre cerveau, votre système nerveux. En fait, la régulation émotionnelle, c'est vraiment en lien avec le système nerveux. On a un système qui va activer tout ce qui est hormones de stress, donc cortisol, adrénaline, etc. Et toute la partie plutôt bien-être avec les hormones du bonheur, donc dopamine, etc. C'est un peu comme le karting, on en parlait tout à l'heure. Globalement, on ne peut pas activer les deux en même temps. C'est on accélère ou on freine. On active le stress ou on active le reste. Et donc, ce qu'on veut, c'est même si on n'active pas forcément l'autre, c'est d'arrêter de nourrir la partie stressante. Donc, on veut juste couper le flot de pensée qui nourrit du stress en permanence. Dernière chose, je ne pouvais pas parler d'optimisation sans parler d'organisation. Maintenant, la gestion du temps, ce n'est pas suffisant. Vous êtes entrepreneur, vous avez des responsabilités, vous êtes souvent seul, encore une fois, à gérer le bateau. Vous devez intégrer la gestion de l'énergie. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous faire sur une journée, d'essayer d'imaginer du matin au soir vos niveaux d'énergie de 1 à 5. 5, vous avez plein d'énergie, vous pouvez tout faire, donc vous allez faire les tâches importantes. Au contraire, après manger ou en mangeant, voilà, 1, 2, plutôt des tâches tranquilles. Si vous arrivez à évaluer votre niveau d'énergie sur une journée, à évaluer le niveau d'énergie que demande une action sur une journée, enfin, en tout cas quand vous allez la faire, et que vous arrivez à faire matcher les blocs, c'est là où votre productivité elle va devenir exceptionnelle, parce que si vous faites une tâche qui demande peu d'énergie à un moment où vous en avez peu, bah vous allez réussir à la faire. Vous n'allez pas être, justement, à avoir l'impression de ne pas être productif, de ne pas être efficace. Si à un moment, énergie 5, vous faites quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, bah justement, vous allez être créatif, vous allez faire votre truc. Et donc, plus vous arriverez à faire matcher vos niveaux d'énergie avec le niveau que demande une tâche, c'est là que vous arriverez à beaucoup plus avancer. Donc, si je résume, retenez un message qui vous parle dans ce que j'ai dit. Peut-être que plusieurs choses ont parlé, mais si je résume, c'était ça les messages du jour. Et ça commence par là finalement, ça commence par être soi-même, d'ouvrir ses possibles, de se permettre de nourrir ce qu'on aime dans ces possibles-là, de s'affirmer, d'affirmer ce qu'on aime aussi, donc d'affirmer qui on est, de l'affirmer avec les autres, de ne pas se juger, de ne pas laisser les autres nous juger, de choisir avec qui on s'entoure. Tout ça pour se poser une dernière fois cette question, si tout était possible, que vous avancez malgré les obstacles avec les exercices qu'on vient de faire,
et que vous mettez en place les différents messages que je viens de résumer, où est-ce que vous pourriez être le 31 décembre? Où est-ce que votre entreprise elle pourrait être? Où est-ce que l'entreprise pourrait être? Où est-ce que vous, personnellement, vous pourriez être en tant que personne?